Le 27 juin 1995, le viaduc de Souzin, reliant Saint-Brieuc à Plérin, disparaissait du paysage de la vallée du Gouette. Le dynamitage spectaculaire de cet ouvrage d'art construit en 1904 a soulevé bien des interrogations et fait ressurgir dans les mémoires l'œuvre d'un bâtisseur d'exception, Louis-Auguste Harel de la Noë. Nous sommes en 1900. Le département des Côtes-du-Nord s'ouvre difficilement au progrès en raison de l'isolement des campagnes, du manque de routes et de moyens de déplacement. À l'époque, les voitures étaient tirées par des chevaux et le nombre d'automobiles en circulation se comptait sur les doigts d'une seule main. Le train, reliant Paris à Brest, s'arrête en gare de Saint-Brieuc depuis 1863. Mais l'impact de cette grande ligne de chemin de fer se limite à quelques villes et laisse de côté le reste du département. Pour pallier ce déséquilibre, naît l'idée de créer dès 1894 un réseau ferroviaire d'intérêt local à voie étroite, connu sous le nom de petit train. Le petit train, en commençant à parler à la fin du 19e siècle, les grandes lignes sont arrivées en 1863, donc il n'y a jamais qu'une petite quarantaine d'années qu'elles viennent d'arriver. Elles sont aussi de l'ordre de la nouveauté encore, et pour bien différencier effectivement les deux, on parle très rapidement de petites lignes ou de petits trains. Les élus du Conseil général des Côtes-du-Nord sont impatients de voir le petit train desservir les zones les plus isolées du département. C'est une initiative donc du Conseil général, puisque c'est ça la différence entre les voies ferrées d'intérêt local et les voies ferrées d'intérêt général. Donc ce sont les grandes lignes, effectivement, qui sont elles décidées par l'État, donc à Paris, on va dire, alors que les lignes d'intérêt local sont décidées dans les conseils généraux de chaque département, avec là une ambition, c'est effectivement de desservir au maximum le plus de cantons possible. Pour mener à bien ce projet, le Conseil général fait appel à un ingénieur originaire du département, né à Saint-Brieuc en 1852, Louis-Auguste Harel de la Noë. Moi je l'appelle le père du réseau, c'est pas un terme tout à fait anodin, c'est parce qu'il est effectivement à la source de la gestation du réseau tel qu'il s'est finalement construit. Il a apporté son expérience de constructeur de chemin de fer, puisqu'il avait déjà eu cette expérience dans la Sarthe, et a créé un projet cohérent et global. Il a envie, on le sait bien qu'il a envie de retourner dans sa Bretagne pour y apporter cette contribution importante qui est ce chemin de fer d'intérêt local, comme on disait à l'époque, que les citoyens pourraient tutoyer. Grâce au chemin de fer d'intérêt local, le train est désormais partout et à portée de tous. Le petit train, c'était effectivement une grande avancée technologique à l'époque, puisqu'elle permettait de passer de l'ère de la marche à pied en fait, à effectivement un moyen de transport en commun et qui permettait d'aller à une vitesse à peu près moyenne de 25 km/h d'un point à un autre. Donc c'était des vitesses qui semblaient déjà à l'époque exceptionnelles. Malgré une œuvre abondante et originale, Louis Harel de la Noë n'a finalement jamais été reconnu à sa juste valeur. Je crois qu'Harel de la Noë fait partie des ingénieurs de second plan. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans le panthéon des grands ingénieurs des ponts. Je pense en particulier peut-être parce qu'il s'est intéressé à des choses secondaires, les chemins de fer d'intérêt local. Bon, c'est pas du grand chemin de fer, c'est pas du Paris-Lyon-Marseille avec des beaux ouvrages d'art durables en pierre. Donc c'est quelqu'un qui très vite dans sa carrière va s'orienter vers le petit chemin de fer d'intérêt local, le TACO, et je pense qu'il va apporter quelque chose d'important là-dedans, de tout à fait nouveau. La fermeture en 1956 de la dernière ligne du réseau des Côtes-du-Nord a mis fin à l'épopée du petit train, entraînant du même coup dans l'oubli le génie créateur de ce grand ingénieur. Et ceci explique peut-être cela. Je crois que maintenant, Saint-Brieuc ne sera plus la ville des ponts. Il aura perdu ce pont-là qui est quand même le plus beau, qui était le plus connu aussi.
La démolition de Souzin, l'un des ouvrages emblématiques de l'œuvre d'Harel de la Noé, reste encore incompréhensible pour beaucoup. Et moi, je sais que j'en ai eu les larmes aux yeux et que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Saint-Brieuc et ses ponts, Saint-Brieuc et ce pont. C'est dommage qu'un exemple comme celui-là disparaisse. Fallait-il l'abattre? Pouvait-on le remettre en état? Alliant pour la première fois à grande échelle la pierre, la brique et le béton armé, Souzin faisait figure de monument historique dans le domaine du génie civil. Je pense qu'il y a eu là un formidable gâchis et un ouvrage d'art qui était exceptionnel par sa conception, par ses dimensions, par son ensemble architectural. C'est évidemment la perte d'un ouvrage qui était exceptionnel à différents points de vue, qui était effectivement la marque d'une époque, la marque également d'un moyen de transport dans le département, qui montrait également la virtuosité d'Harel de la Noé en matière de construction. De plus en plus fragilisé par l'intensité du trafic routier de l'après-ferroviaire, le pont de Souzin fut définitivement fermé à la circulation en 1992 et laissé pratiquement à l'abandon. Souzin est tombé victime d'une certaine méconnaissance de son histoire. Et comme pour conjurer l'oubli définitif, c'est sur les ruines et les décombres de cette démolition qu'une association a vu le jour en 1995. L'association Harel de la Noé, qui s'appelait alors les Amis d'Harel de la Noé. Alors, on n'a pas voulu construire exclusivement l'association sur le souvenir et le traumatisme de Souzin, en quelque sorte. Comme je dirais que c'est à la fois un traumatisme et une naissance. Je pense que c'est l'événement déclenchant qui a remué les consciences. Il faut quand même se souvenir que Souzin était le premier exemplaire, je dirais, à l'échelle industrielle de l'utilisation du béton armé. C'était quand même la première trace, le premier témoignage. Pour nous, c'est très important parce que là, on va montrer donc un élément réel du viaduc de Souzin et qui montre le mode constructif d'Harel de la Noé, c'est-à-dire les piles telles qu'elles ont été faites à l'époque, avec ce parement de briques et d'éléments de ciment, avec à l'intérieur donc du béton armé. Il y a un siècle qu'il a réalisé cet ouvrage et là, il était vraiment dans sa phase de précurseur. Donc l'origine, évidemment, c'est le 27 juin 1995, lorsque le viaduc de Souzin est parti en poussière. Et nous avons eu, mes amis et moi, cette préoccupation immédiate, donc de créer une association pour la sauvegarde de l'œuvre d'Harel de la Noé. Et c'est là qu'on a réussi, avec l'accord du Conseil général, à récupérer un élément de pile qui est devant vous. Harel de la Noé, comme beaucoup d'ingénieurs de sa génération, a commencé par construire des ponts métalliques, comme ici à Fillet-sur-Sarthe. Avant d'arriver dans les Côtes du Nord, il a déjà à son actif un nombre important d'ouvrages d'art réalisés dans la Sarthe et dans le Finistère, où il a secondé un autre ingénieur de grand talent, Armand Considère. Le viaduc métallique de Lambézélec, construit en 1892 sur la ligne Brest-Saint-Renan, témoigne de l'étroite collaboration entre Harel de la Noé et Considère. Pour moi, c'est très important de noter que finalement, Harel de la Noé, malgré tout, est élevé, entre guillemets, dans le cocon de Considère. Considère qu'il est un ingénieur des ponts, que c'est un homme qui est passé par l'industrie métallurgique, qui découvre la striction des barres métalliques, qui dit qu'en fait, lorsqu'on tire une barre de métal, elle n'est pas proprement strictement élastique, il y a des phénomènes nouveaux de striction. Considère un des premiers à dire, moi ce que je vois, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a dans les bouquins. L'élasticité pure, ça n'existe pas. Donc Considère, je pense qu'il a transmis à Harel de la Noé cette manière de remettre en question un petit peu les idées reçues, les pratiques générales. À l'École nationale des ponts et chaussées, nous avons rencontré deux jeunes étudiants curieux de connaître le contexte de la formation d'Harel de la Noé, élève de la même école de 1872 à 1875. Si tu fais sur les amours des ponts et chaussées, les articles...
Moi, au début des recherches, ça m'a aidé à comprendre un petit peu dans quel état d'esprit travaillait Harel Delanoë, parce qu'Harel Delanoë fait souvent référence à des ouvrages d'ingénieurs qui lui sont contemporains. Donc ça nous a permis de mieux saisir un peu le contexte dans lequel il vivait. Mais on a quand même l'impression qu'il s'est inspiré d'un traité d'architecture qui a été écrit par un homme qui a enseigné, qui était plus professeur au moment où Harel était élève. Donc c'est le traité d'architecture de Reynaud, notamment sur tout ce qui concerne les proportions, les mesures, l'adaptation d'un ouvrage à son milieu. Une inspiration un peu gréco-romaine, un peu d'architecture lombarde. Avant d'intégrer Polytechnique et l'école des Ponts et Chaussées, Harel fut au lycée impérial de Saint-Brieuc, un élève particulièrement brillant. Je sous-signé proviseur du lycée impérial certifie que le jeune Harel Delanoë Louis, élève de philosophie, a obtenu le prix Legrand, fondé dans l'établissement pour récompenser l'élève qui, dans toutes ses classes, a fait preuve d'une grande supériorité. Saint-Brieuc, le 8 août 1968. Donc c'est bien ça, grande supériorité dans toutes ses études. En un mot, c'était le bon élève du lycée, manifestement. Harel se distingue dans toutes les matières, collectionne les prix d'excellence, décroche le baccalauréat ès-lettres à 16 ans et obtient dans la foulée le premier prix de physique au concours général. À Polytechnique, puis à l'école des Ponts et Chaussées, Harel côtoie un autre élève originaire des Côtes-du-Nord, né 2 jours avant lui, non loin de Saint-Brieuc à Uzel, Fulgence Bienvenu, le futur père du métro parisien. En 1875, Fulgence Bienvenu sort en 5e position de l'école des Ponts et Chaussées, tandis qu'Harel achève laborieusement son parcours. Harel Delanoë à Polytechnique était un élève très très brillant, il était parmi les premiers. Aux Ponts et Chaussées, il était très mauvais par contre, il est sorti avant-dernier des ponts. Ouais, en plus, il séchait les cours, quelque chose d'abominable. C'était un des élèves les moins assidus. Il avait des notes très très moyennes. Il avait vraiment juste ce qu'il fallait pour passer. Et même, il y a une épreuve d'architecture, paradoxalement, qu'il a dû passer 3 fois avant de la valider. C'est le contraste entre ce brillant étudiant, brillant polytechnicien, et qui, aux Ponts et Chaussées, va être, et là, les documents d'archives preuve en main, tous les 3 rapports annuels montrent un étudiant médiocre, il va même sortir avant-dernier, il sort 17e sur 18. Cette contre-performance reste difficile à expliquer, mais elle ne sera pas sans conséquence sur la suite de sa carrière, à commencer par le choix de son premier poste. Tandis que Fulgence Bienvenu part pour Alençon, Harel rejoint un poste très peu prisé à Espalion, modeste chef-lieu d'arrondissement de l'Aveyron. Peut-être moins à l'aise dans les disciplines techniques que dans les études théoriques, Harel Delanoë s'est pourtant révélé par la suite parfaitement compétent dans ses différentes missions, grâce à un esprit inventif et toujours en recherche. On a l'impression qu'il est un peu resté étudiant toute sa vie parce qu'il a contribué à de nouvelles recherches qui ont amélioré les connaissances en génie civil, notamment sur le béton armé. Et on a retrouvé des traces de toutes enfin, pas des polémiques, mais des entretiens et des courriers qu'il a pu avoir avec d'autres personnes qui travaillaient sur le même sujet. Je crois que c'était un passionné et je pense que pour nous, c'est une bonne leçon sur la vie, quoi. Ça nous incite à être tout le temps en recherche. Il ne faut pas forcément s'appuyer sur des connaissances trop institutionnalisées, je pense. Pour ne pas chausser les vieilles bottes de ses prédécesseurs, comme il le disait souvent, Harel Delanoë n'hésitait pas à se départir de la rigidité de sa formation d'ingénieur de la très prestigieuse École nationale des Ponts et Chaussées. Il faut toujours avoir un peu un peu d'imagination, quoi. C'est vrai que des ouvrages comme ceux d'Harel, on n'en a jamais vu ailleurs. Que ce soit du point de vue technique ou du point de vue plus artistique, ça nous donne de bonnes leçons. Ça ouvre de belles perspectives. C'est quelqu'un effectivement qui avait une culture et qui ne s'en tenait pas à la rigueur classique parce que justement c'est un inventeur, c'est un créateur. Chose qui n'était pas la caractéristique de beaucoup d'ingénieurs à cette époque-là, qui avaient, je ne vais pas dire du mal des ingénieurs, ils ont énormément de qualités, mais lui, il est plus qu'un ingénieur. C'est ce qu'on dit souvent. Il n'était pas architecte, il n'était pas paysagiste, il n'était pas urbaniste, mais dans son travail d'ingénieur, il a abordé l'urbanisme, l'architecture, le paysage, et ça de façon assez étonnante, quoi.
pense qu'Arel de la Noé est à l'abri, il est loin, il fait ce qu'il veut parce qu'il est à l'abri. Il est dans le chemin de fer d'intérêt local, voilà, il est dans le département, il n'est pas dans l'État. Donc il va profiter, je pense, de ce créneau pour marquer un point. Et il avait promis de faire le réseau des Côtes d'Armor à beaucoup moins cher, à 40% moins cher que ce qui était prévu au départ. C'est vrai, mais à la limite, il aurait pu se contenter de dire je vous le fais à 20% moins cher. Non, il se mettait la barre très, très haut. Et puis après, il cherchait, il bossait, il travaillait. Ça devait être un bosseur fou, enfin, j'imagine. Il a dû y passer des soirées et des nuits à faire ses calculs. Arel de la Noé n'a pas pantouflé dans une grande compagnie, où là, il aurait été, je dirais, assujetti, prisonnier de ces grands modèles d'ouvrages qui valent cher, en sécurité, etc. Et le fait d'aller très vite au service des chemins de fer d'intérêt locaux, donc au service des conseils généraux, lui donne une autonomie importante. Parce qu'au fond, là, c'est un lieu d'initiative, vous n'êtes pas contrôlé par le ministère public, de manière très éloignée. Donc c'est un lieu d'inventivité, de créativité possible. Inventivité et créativité sont des mots qui reviennent souvent lorsqu'on évoque l'œuvre d'Arel de la Noé. Partout où il est intervenu, il a conçu et construit des ouvrages qui sortent de l'ordinaire. Le 8 octobre 1898, la gare centrale et le pont en X du Mans furent inaugurés en présence de Gustave Eiffel et de Fulgence Bienvenue. Tous deux se disent alors impressionnés par le savoir-faire technique et la vision d'artiste d'Arel. Nous nous trouvons ici à côté du pont Histoire que vous voyez dans le fond là, et vous voyez au premier plan là une pile. Cette pile là c'était une des piles de soutien du fameux pont en X dont on a parlé tout à l'heure, et on l'a retrouvée dans la rivière après la destruction de 1944. C'était un des rares vestiges qui reste de l'ouvrage d'Arel de la Noé. Détruit en 1944 par les Allemands, le pont en X a fait la fierté de la ville du Mans pendant un demi-siècle. Alors le petit train arrivait, si vous voulez, par le boulevard, là. Ici, il y avait une passerelle d'approche, qu'on appelle ça, et le pont commençait au niveau de la pile. C'est à peu près, si vous voulez, la culée du départ du pont était là. Ensuite, dans l'eau, dans la rivière, vous aviez immergé à la base une douzaine de piles qui soutenaient donc la plateforme du pont en X, aussi bien pour le passage tramway que pour le passage du train à vapeur. Je dis c'est le seul ouvrage, on n'en a pas trouvé d'autres dans le monde entier qui était conçu de cette façon-là. Alors c'était donc l'innovation, une idée géniale d'Arel de la Noé de concevoir un pareil dispositif. Célèbre pour sa conception originale, permettant le croisement du tramway électrique et du petit train à vapeur, ce pont à 4 branches était soutenu par des piles construites en ciment armé, connues sous le nom de sidérociment. Non seulement il faisait des ouvrages qui avaient une structure, si vous voulez, en ciment, certains, parce qu'ils pas tous, mais en plus il décorait cette structure de façon à donner à la matière, qui était brute comme le ciment, un aspect un peu plus chaud. C'est pour ça que vous voyez sur cette pile, regardez, ça, vous avez des décorations, et c'était fait avec des graviers qui étaient pris dans des carrières, des graviers colorés en rose, en vert, en jaune, etc. Ça faisait comme une espèce de mosaïque qui était plaquée, alors à l'aide de ciment, je suppose. On comprend mieux pourquoi Arel fut parfois surnommé le Père Nougat ou le facteur cheval du petit train. Après avoir exercé dans le Finistère et dans la Sarthe, Arel de la Noé est revenu dans son département d'origine avec la volonté de mettre son expérience au service de la population. La réalisation du réseau des chemins de fer des Côtes du Nord sera le point d'orgue de sa carrière. À la veille de ses 50 ans, il pressent que ce chantier est fait pour lui. À son arrivée dans les Côtes du Nord en 1901, Arel de la Noé est confronté à un double défi. Le département manque de moyens financiers et le relief est particulièrement accidenté. Il décide malgré tout de créer un réseau ferroviaire à part entière selon un tracé indépendant des routes existantes. Le chemin de fer des Côtes du Nord, puisque c'est, on va dire, l'apothéose un petit peu de son art, était considéré comme un réseau de chemin de fer, et non pas comme un réseau de tramway, comme beaucoup de réseaux voisins. Prenons simplement, on appelle le petit train des Côtes du Nord, et on parlait des tramways d'Ille-et-Vilaine. C'était deux réseaux qui avaient exactement la même fonction. Et comme il était alors plus économique de construire les ouvrages d'art plutôt que de réaliser des remblais et des terrassements, Arel de la Noé s'est lancé de 1902 à 1904
dans une aventure qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Donc il y a eu toujours un comportement pour faire en sorte que l'on fasse le mieux au meilleur coût. Puisque à l'époque, tous les travaux évidemment se faisaient à la main, et à la brouette, à la pelle et à la pioche. Il n'était pas question de faire autrement, ce qui donnait des coûts de terrassement très importants. Et avec la construction de ces ouvrages d'art, il a permis de limiter un certain nombre de terrassements et de travaux d'infrastructures très lourds. Ça a dû être tout à fait exceptionnel, la construction de ce petit train à l'époque, et que les gens ont quand même été extrêmement impressionnés. Il faut voir qu'on a eu combien de viaducs en 2 ans de construits autour de Saint-Brieuc. C'est à chaque fois que je vois un viaduc, et celui-là en particulier, je me dis que c'était vraiment quand même un très grand bâtisseur. Constitué de 10 lignes, d'une longueur totale de 210 km, le premier réseau des Côtes-du-Nord a nécessité la réalisation d'une trentaine de ponts et de viaducs, sans compter les passerelles, les boulevards suspendus, l'aménagement des voies, la construction des gares et des bâtiments de service. Pour rester maître de ces chantiers, Harel Delanoë n'hésite pas à se faire entrepreneur et à embaucher une équipe de 120 ouvriers qu'il forme à sa main, selon des techniques qu'il est seul à posséder. C'est cette volonté de construire au moins cher, avec des techniques qui sont assez simples, avec des matériaux extraits localement. Là où on est, voilà, ça tombe bien, regarde. On a juste un front de taille de carrière. Là. La pierre qui a été utilisée pour ce viaduc-là, elle vient d'ici. Elle vient de là-haut, elle vient de là. C'est vraiment pris sur place, quoi. Ça, c'est vraiment une caractéristique du premier réseau. Des travaux faits en régie, c'est-à-dire c'est lui qui dirige les opérations, qui construit sur place avec un modèle qu'il reproduit, le même type de coffrage, avec les mêmes détails, etc., etc. Donc une fois que l'équipe est bien rodée, qu'elle sait faire une arche, elle sait faire tous les viaducs de la série. En tout cas, il y a une homogénéité, enfin, il y a à la fois ça conjugue variation sur un tel donné. Au fond, on pourrait dire, il y a tout un réseau, il n'y a pas un ouvrage qui ressemble à l'autre, il y a toujours dans le détail, la première décimale est toujours différente d'un ouvrage à l'autre. Donc ces variations sur un thème donné. Donc il y a un effet quand même de système esthétique global. Bon, moi je suis frappé par la densité de ce petit réseau et de ces ouvrages d'art, et que ce soit les parties, les bas-côtés routiers, il y a toujours la même variation sur la brique, la pierre, le grès d'ici. Je ne sais pas dans son temps si c'était apprécié, enfin en tout cas c'était pas le hasard, ça. C'est vrai que bon, il avait carte blanche, il s'est donné à plein, je pense, dans cette approche un peu globale de ce réseau. C'est quelqu'un effectivement qui avait tout ça dans sa tête, qui était passionné par ce qu'il faisait et qui ne s'en tenait pas à la rigueur classique de beaucoup de ses confrères de l'époque, hein, il y a un problème, on trouve la solution et on répond. Non, il avait toujours des intentions derrière, plus riches, plus denses. Et c'est ce qui fait l'intérêt du travail d'Harel Delanoë. Un peu plus loin, tout près d'ici, il y a le petit pont des Grèves, là, le petit pont des Courses, hein, qui est, pour moi, je dis souvent ça, c'est une œuvre un peu humoristique, quoi. Il se faufile sous l'œuvre majeure de quelqu'un d'autre. Il dit, voilà, moi je suis moins riche, mais je passe quand même. Et puis je vous fais le pied de nez. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un qui alimentait son travail, sa production, par une personnalité, par une culture, et qui s'en tenait pas effectivement à une solution technique, même s'il la maîtrisait. Il rajoutait des choses. Et puis les solutions techniques, c'était quand même du très gonflé pour l'époque. Hein. On verra ça sur le second réseau, mais c'était vraiment quelque chose c'est de l'expérimental. C'était vraiment du très beau travail. Il arrivait à combiner légèreté, économie et je dirais solidité. Et donc du coup, il portait ombrage, je pense, à des ingénieurs qui ne juraient que par le ciment, la pierre taille, etc. Et moi, je pense qu'il a porté cette pierre fondamentale au sens propre et figuré, pierre fondamentale, dans les fondations économiques du chemin de fer d'intérêt local. Malheureusement, tout ce qu'il a apporté de nouveau, d'original et d'intéressant est resté un petit peu une affaire purement bretonne. À son arrivée dans les Côtes-du-Nord, Harel bénéficie d'une certaine notoriété
et les élus du Conseil général sont très fiers d'avoir obtenu sa nomination. Harel de Lanoë est connu et sa réputation est faite. Il sait construire des chemins de fer économiques. Donc il a une compétence technique et j'oserais dire une compétence de l'ordre des finances. En apportant cette contribution aux fondations du chemin de fer d'intérêt local, qui a besoin, dans la première partie de son histoire, qui est la construction, d'avoir des frais de kilomètres de voies économiques. Or ici, dans ce relief chahuté, où le nombre d'ouvrages d'or va être très important, bien sûr que c'est un facteur qui peut grever durablement et mortellement la ligne. Bon, donc, sa contribution, elle est à ce niveau-là. Mais l'état de grâce sera de courte durée. Très vite, certains conseillers généraux lui reprochent ouvertement de ne pas exécuter ses ouvrages dans les règles de l'art. Du point de vue de gens qui ne sont pas des spécialistes, qui voient travailler Harel de Lanoë, ça a dû quand même être un choc. Quand ils voient les premières constructions, eh bien, tout de suite, il y a une inquiétude qui, d'une certaine façon, peut être justifiée par la nouveauté. Et dès les débuts de Grognet, c'est de la construction du viaduc de Grognet, parce que c'est le premier, au début de l'année 1903, les inquiétudes s'expriment. Pour prouver la solidité de ces constructions, Harel doit se livrer à des essais de charge sur le viaduc de Grognet. Il place pendant 4 jours sur la voûte centrale un poids de 120 tonnes, soit 6 fois celui d'une locomotive, sans qu'apparaisse la moindre fissure ou la moindre déformation. 100 ans après cet épisode, ce viaduc témoigne encore de la solidité de l'ensemble des ouvrages conçus sur le même modèle dit de Grognet. Il sait qu'il a des façons de construire originales, il y croit et il veut imposer, quand il le peut, ses vues. Il est conscient de sa valeur et il pense que ce qu'il fait, je crois qu'il le pense foncièrement, il n'y a que lui à pouvoir le faire. Envers et contre tout, Harel mène à bien sa mission et le jour de la mise en service du premier train, il peut enfin savourer son succès. En 1905, tout le monde est heureux parce que c'est l'ouverture des premières lignes. Alors les populations qui attendent, les élus qui attendent aussi, Harel de Lanoë qui après quand même quelques moments de découragement puisqu'il a envoyé une lettre de démission qui n'a pas eu de suite, mais à la fin de 1904, ça a quand même été en moins de 4 ans une construction, une grande partie du département a été mobilisée. Majoritairement la presse départementale est pour le progrès et à travers sa prise en compte de la construction du chemin de fer et de l'œuvre d'Harel de Lanoë, contribue à faire passer auprès des populations cette idée que le chemin de fer va apporter beaucoup au département dans le domaine économique mais aussi dans le domaine social. Après 1905, qui est une espèce de point d'orgue et qui, effectivement, en octobre 1905, c'est un peu le triomphe d'Harel de Lanoë. Seule note discordante dans ce concert d'éloges, le journal ultra-conservateur L'Indépendance bretonne fait paraître à la une un pamphlet ayant pour cible le pont de Toupin. Et à travers cette chanson satirique, on a une critique en règle concernant le pont de Toupin, mais aussi le chemin de fer départemental en général et j'oserais dire Harel de Lanoë en particulier. Qu'il est léger, qu'il est hardi, il est en fer, il est en brique, il est en béton qu'on fabrique, sous le nez des carriers de Guédi. Pour l'ingénieur, quel pistolet, bourré d'art, de science et de malice, grâce à nos élus, ses complices, il fait des ponts tant que ça lui plaît. Que de dentelles et de festons, c'est vaporeux et translucide, mais tout ça, c'est bien solide, ça ressemble tant à du carton. Et je terminerai avec le dernier refrain qui finit la chanson. Gloire au papa du pont de Toupin, que v'là Toupin Zoripolin. Avec envoi à l'ingénieur. Pour vous la gloire déjà s'émeut, c'est le premier coup de clairon qu'elle sonne, soyez fiers que l'on vous chansonne, car n'est pas chansonné qui veut.
Moi, ce qui me frappe quand même de son temps, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucune retombée, aucun écho. C'est-à-dire qu'effectivement, ces ingénieurs dans les départements sont peut-être cloisonnés. Il n'y a pas de remontée au niveau national pour dire les trompettes de la gloire sont arrivées dans les côtes du Nord, regardez ce que fait Harel de la Noé, et il faut suivre maintenant, il faut le suivre. En 2005, l'Association des chemins de fer des Côtes du Nord célébrait le centenaire de la mise en service du petit train. Ce fut l'occasion de rappeler que l'arrivée de ce nouveau moyen de transport, c'était avant tout pour les habitants des Côtes du Nord l'irruption de la modernité dans leur vie quotidienne, avec des perspectives de développement et d'ouverture sur un monde plus grand. Aujourd'hui, on y voit un certain pittoresque teinté des couleurs parfois trompeuses de la nostalgie. Mais n'oublions pas que le petit train a beaucoup compté dans l'évolution de notre département. D'abord, je pense que le petit train a vraiment rendu d'énormes services à ce département. Il y avait que ça. On avait nos bicyclettes et le petit train. Et grâce à ça, les plages de la côte ont été connues. Les gens à l'intérieur des terres ont pu aller et venir. Moi, je sais que j'ai habité à Plaisidy, qui est quand même un petit coin perdu. Et s'il n'y avait pas eu le petit train, on n'en serait jamais sorti. Et c'était vraiment le petit train qui les emmenait à la plage, qui emmenait au marché, qui emmenait un peu partout. Et c'était vraiment formidable. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé mon petit train. Dès le départ, on voit apparaître dans les colonnes des journaux nos petits trains, nos petites lignes, les petits cheminots également, mais pas du tout avec une connotation péjorative à l'époque. C'est pour la différencier tout simplement des grandes lignes. Il est tout de suite étiqueté petit train, voie étroite, matériel plus petit, donc la réalité est qu'il est plus petit. Proche et familier, économique et utile, la première conquête du petit train a sans doute été de se faire immédiatement adopter par la population. Devant ce succès, le Conseil général décide d'initier un deuxième réseau de 200 km de lignes supplémentaires. Harel est donc mandaté pour mener à bien ce projet. Ce sera pour lui l'occasion d'expérimenter de nouvelles techniques et de nouveaux procédés de construction. Le viaduc des Ponts-Neufs, avec ses 8 archétypes de 13 mètres et son tracé en courbe, est à ce titre exemplaire. Le viaduc des Ponts-Neufs est un ouvrage donc du chemin de fer des Côtes du Nord. C'est l'un des ouvrages types du second réseau. Et ses caractéristiques essentielles, c'est le fait, en dehors de son esthétique et de son ensemble et de ses dimensions, c'est le fait qu'il soit conçu en béton armé avec des éléments préfabriqués lourds. Cet ouvrage porte témoignage d'une certaine maîtrise tout de même de tous les calculs du béton. Arc à 3 articulations, tirant, potelet aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle potelet, ce sont ces petits éléments au-dessus de la tête de pile et qui portent ensuite le chevêtre sur lequel après va être monté le tablier. En plus, il voulait donner à ces structures en potelet la possibilité d'une certaine déformation, une certaine oscillation. Ce sont des articulations qu'il y a aux deux extrémités. Donc là, il a au niveau mécanique une audace d'embrasser toute la technologie du béton armé et aussi tous les fonctionnements de calcul. Compression, traction, flexion. Et là, on peut dire qu'Harel de la Noé sera un novateur pour utiliser ce béton de la manière la plus efficace possible. L'archétype de 12 mètres de portée qui est ici est un chef-d'œuvre de la technique, puisque donc il y a le concept des articulations, on fait travailler les matériaux à la compression, à la traction, on est vraiment dans le béton armé. C'est tellement fin, tellement beau que c'est une dentelle de béton armé. Conçu et construit en béton armé, selon les mêmes principes de base que le viaduc des Ponts-Neufs, le viaduc de Carroual à Erquy, avec son arc central de 45 mètres de portée, est aussi un ouvrage exceptionnel du second réseau. Alors là, c'est la révolution. Il se lance dans quelque chose qui n'a jamais été fait avant. La révolution, c'est le matériau. C'est le choix délibéré, aussi bien au Pont-Neuf qu'à Carroual et quelques autres ponts qui ont disparu malheureusement aujourd'hui. C'est la volonté délibérée d'utiliser une nouvelle technique, un nouveau matériau, qui est le béton armé d'aujourd'hui. Il construit ça en pleine Première Guerre mondiale,
avec du mauvais fer, hein, avec du mauvais ciment. À l'époque, c'était pas vraiment du béton, c'est du mauvais ciment. Il fait ça en période difficile et il se lance dans cette aventure, un des tout premiers à le faire. Et ce qu'il a gardé de sa technique du premier réseau, c'est qu'il construit sur place. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'usine de préfabrication, il n'a pas monté une usine pour faire ses arches. Donc, c'est-à-dire qu'il coule le béton au sol, au pied de l'endroit où va être monté le viaduc. À Carwal, c'est extraordinaire parce que c'est une portée remarquable. Il fait un arc articulé, donc là aussi, c'est une nouvelle... On connaissait cette technique-là avec le métal, hein, mais le faire en béton, je dirais, c'était prendre des risques pour lui. Sur le plan de la conception, sur le plan du dessin, il n'y a rien à reprocher, il n'y a rien à rejeter. C'est vraiment remarquable. Quand on y repense aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose de culotté, quoi. Il fallait oser. Hein. Les travaux commencent en 1913. Évidemment, la Grande Guerre arrive. Il n'y a plus de main-d'œuvre, plus d'argent, tout est bloqué. Et le viaduc n'est pas achevé. Il va être achevé après la Grande Guerre. Et comme vous le savez, M. Harel de Lannoy prend sa retraite en 1918. Donc, avant de mettre en service ce viaduc, ses successeurs mettent en doute sa technique. Et il y a donc des polémiques, des discussions au plus haut niveau, même à Paris, pour dire ces ponts-là, ils ne sont pas suffisamment sécuritaires par rapport à leur mission. La fiabilité de cet ouvrage en courbe ayant été remise en cause par ses successeurs, Harel doit une fois de plus se justifier, comme en témoigne ce rapport très détaillé qu'il adresse au préfet en mai 1921. Rien n'aura été épargné à ce bâtisseur d'avant-garde, véritable pionnier de l'utilisation du béton armé dans les travaux publics en France. Un ciment armé, frété comme on disait à l'époque, a des qualités de résistance beaucoup plus élevées que le ciment, donc moins coûteux, plus sûr. Donc c'est très intéressant comme matériau. Mais ça ne passe pas, ce n'est pas digeste pour ces grands messieurs des ingénieurs des ponts d'État dans des commissions de résidence des matériaux, qui je pense ne veulent pas trop se mouiller et prendre des risques. Rappelons que Louis Harel de Lannoy s'est lancé dans l'utilisation du béton armé bien avant la reconnaissance officielle de cette technique par une circulaire datant de 1906. Donc cette histoire du béton armé, ça mettra beaucoup de temps avant que l'État, les ingénieurs d'État acceptent de le normaliser dans les travaux publics. 1906 est une date charnière dans l'application du béton armé. Cette fois-ci, on a enfin une première circulaire qui s'adresse à tous les ingénieurs qui vont mettre en œuvre. Alors un ouvrage comme celui-là est quand même un témoin, en plus dans un site, cette vallée, la forêt et tout, je pense qu'un ouvrage comme celui-là doit être sauvegardé. Lancé au-dessus du vide, le viaduc des Ponts-Neufs semble défier les lois de la pesanteur. Et même réduit au 87e, il reste impressionnant. Moi, personnellement, oui, j'aurais aimé voir les échafaudages, voir la construction de ce viaduc, parce que bon, c'est vrai il fallait avoir l'audace pour aller monter quand même tout ce qui était fait au niveau des arches, là, qui était fait à plat, et il fallait les monter jusqu'en haut, donc ça, c'est une chose que j'aurais voulu voir. Et donc j'ai commencé déjà par prendre des photos, aller sur place, prendre des mesures sur place aussi, la hauteur des piliers, tout avec une corde que je descendais avec un poids pour mesurer après et ramener au 87e pour avoir les vraies hauteurs. Donc il faut aller vraiment dessus, dessous, pour voir comment il est construit. Vous savez, j'ai eu un bonheur à le faire et personnellement, je dirais oui, j'en suis amoureux. Tous les viaducs qu'il a construits d'ailleurs sont très jolis à regarder, c'est des choses qu'il faut regarder. Quand on regarde les ouvrages d'Harel de Lannoy, il faut essayer de faire l'effort de revenir un peu en arrière, à un autre rythme, avec d'autres perceptions des choses, une autre vision du monde, quoi. Le train va ou ne va pas la route, puisque ça ne double pas la route dans le projet départemental. Et puis en plus, grâce à Harel de Lannoy, on peut le dire comme ça passe dans des endroits moins connus ou peu connus à l'époque.
Plusieurs associations ont aujourd'hui pour objectif de restaurer et de mettre en valeur certains vestiges significatifs avec une vocation tournée vers le tourisme et la randonnée. Et ça devait quand même être impressionnant. On le voit sur les cartes postales anciennes quand on imagine le petit train passant au-dessus. J'imagine aussi les voyageurs dans le petit train se penchant et voyant le fond de vallée qu'on voyait à cette époque-là. Et ça devait être un spectacle tout à fait exceptionnel. Mais on l'imagine bien, on imagine ce train qui circule, qui ralentit dans la courbe, qui passe, les gens sont à la fenêtre. On avait le temps de voir les choses. En fait, c'est une espèce d'offre du paysage aux voyageurs. Il y a vraiment un rapport entre le train, le viaduc, le mouvement et la découverte de panoramas. Il a passé son enfance à Saint-Brieuc, il a dû se balader sur la plage, sur la côte. Et donc quand il a eu l'occasion de faire découvrir ça à d'autres, je crois qu'il ne s'est pas gêné. Et que même si ce n'était pas ce qui lui était demandé, c'est surtout pas ce qui lui était demandé. Je crois qu'il y a eu c'était clair, le train n'était pas fait pour promener les touristes. Et d'ailleurs, je pense qu'un des succès du petit train jusqu'à sa fermeture, ça a été cet aspect effectivement un peu merveilleux de la balade pour aller à la plage, pour aller sur la côte, quoi. C'était vraiment... C'est ce qui faisait le charme de se balader au-dessus du port de Bréhec, etc., etc. Le tourisme va se développer grâce au petit train, mais dans des proportions qu'on n'imaginait pas. Et donc le développement des stations balnéaires en particulier, de ce type de tourisme, la fréquentation estivale, va être un point qui n'avait pas été forcément prévu au départ. Ça a été le petit train des plages, concrètement, beaucoup plus que le petit train des terres et de l'agriculteur. Harel de Lanoë avait choisi de revenir à Saint-Brieuc, la ville qu'il a vue naître en 1852, pour mettre ses compétences au service du développement de son département d'origine. Il s'est dépensé sans compter pour une cause qu'il savait limitée dans le temps. « Je construis pour les 50 années à venir », disait-il. D'ici là, la route aura repris ses droits. 1900-1915, 14, c'est les derniers beaux jours des grands chantiers d'intérêt local. À partir de la guerre de 14-18, tout va basculer. Quasiment c'est le début de la fin, parce qu'au fond, l'inflation arrive pendant la guerre, les tarifs ne sont pas relevés, les coûts de dépenses de main-d'œuvre sont inflationnistes, et donc au sortir de la guerre des années 20, c'est le début de la fin. Plus personne ne croit qu'il faut encore construire du chemin de fer local. Et on commence maintenant à plutôt dire ben, la route est là, avec des services beaucoup plus souples, hein, le petit camion, et l'autocar qui arrive bientôt. Le déclin il est marqué à partir des années 1926-1927 essentiellement, hein, où on voit une baisse du trafic voyageur. Donc il est évidemment lié à l'avènement de l'automobile. Très vite le petit train perd sa dimension affective et sympathique et puis prend une dimension beaucoup plus péjorative avec cette fois-ci des mots qui sont utilisés tels que taco ou tortillard. L'exploitation devient alors déficitaire et le concessionnaire abandonne progressivement les lignes les moins fréquentées. Jusqu'à la fermeture définitive de la dernière ligne Saint-Brieuc-Paimpol, le 31 décembre 1956. Même si l'aventure du petit train est relativement courte à l'échelle de l'histoire, mais l'œuvre d'Harel de Lanoë dépasse bien ça, parce qu'aujourd'hui encore, et on le voit à Saint-Brieuc, mais dans d'autres lieux, il y a une marque Harel de Lanoë. Harel de Lanoë a en effet marqué de son empreinte la physionomie du département, mais son œuvre était avant tout celle d'un authentique aménageur. Quand il y a une volonté générale et qu'il y a des techniciens de haut niveau, eh bien, il y a de grandes choses qui peuvent se faire en matière d'aménagement. Quelque chose qui me frappe, c'est qu'Harel de Lanoë, pour moi, ce n'est pas seulement l'homme du petit train. C'est un aménageur des voies de communication, à la fois la voie d'eau, la mer, les routes et bien sûr le chemin de fer pour lequel il a acquis une certaine notoriété.
Quelqu'un qui avait une vue d'ensemble de ce que les nouvelles communications, un réseau global, pouvaient apporter à un département comme les Côtes du Nord pour l'aider à se développer économiquement et socialement. Les ponts, c'est par eux que tout commence. Dans les Côtes du Nord, cela est particulièrement vrai, car le petit train a contribué au développement économique du département, au désenclavement des campagnes et permis à l'agglomération briochine de prendre son plein essor. Louis Harel de la Noë est mort en 1931 dans l'indifférence générale. La plupart de ses ouvrages sont tombés dans l'oubli après la disparition du petit train en 1956. C'est finalement la destruction de l'une des pièces maîtresses de son art qui aura contribué à mettre en lumière l'originalité d'une œuvre inclassable et injustement méconnue.